Hello, hello, hello. Comment allez-vous, très cher ami? Quant à moi, Dieu merci, tout semble aller bien. Et je souhaite la même chose pour tous les compatriotes, surtout ceux qui se trouvent au pays sous la dictature de Mamadi. Donc, je disais à mon sous-titre que Mamadi doit partir. Et cela par tous les moyens possibles. Il doit partir maintenant et tout de suite. C'est possible. Cela est possible. Tout dépend de nous. Quand je dis nous, c'est le peuple de Guinée. Si vous voyez que Mamadi fait toutes ces bêtises-là, c'est parce qu'on est assis, on le regarde. Sinon, Mamadi n'est rien. Il n'est rien. C'est un poule mouillé. Mamadi, c'est un peureux. Mamadi ne peut rien. En 24 heures, si nous voulons, avec notre mobilisation, je vous jure, on va mettre fin à ce calvaire. Aujourd'hui, ma petite vidéo s'adresse surtout aux trois grands partis, c'est-à-dire le RPG, l'UFDJ et l'UFR. Vous savez, depuis longtemps, on vous dit ça que Mamadi, son objectif, c'est quoi? C'est d'éliminer tous ces grands partis, de dissoudre les partis. Parce que pour Mamadi, il a braqué un pays. Tout obstacle devant lui, il va l'exterminer. Les arrestations, ça fait partie de ça. La suppression de la presse, ça fait partie de ça. L'intimidation, les kidnappings, les assassinats, tout ça, c'est dans la même logique. Depuis le 5 septembre, Mamadi, dans sa tête, il dit, ce que j'ai fait, j'ai tellement fait du mal que je ne peux plus faire marche arrière. Il dit, seule la mort va me faire quitter. C'est pourquoi Mamadi, il est là, c'est-à-dire, il tente, il essaie. Mais tant qu'on est assis, on le regarde, il continue. Parce que c'est toujours comme ça. Quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut piétiner son pied pour lui dire qu'il n'est pas sur la piste. Donc, Mamadi est comme ça. Nous avons appris par la bouche de Baouli. Vous savez, on dit souvent, je me rappelle encore de cette citation de la Révolution au temps de Sékou Touré. On disait que l'homme est connu et inconnu. Vous savez, dans la vie, il y a certains êtres humains dans la vie qui vous fréquentent par intérêt. Et vous trahira dès qu'il y a des problèmes ou dès qu'il est satisfait, il fait d'autres. Baouri qui parle comme ça, là, en disant que les leaders Alpha Condé a dit dans son discours, je crois l'adresse du fin d'année, il a appelé l'armée de prendre sa responsabilité. Baouri dit qu'il a dit au ministre de l'Intérieur qu'il doit appeler les responsables du RPG, de l'UFDG, de l'UFR, leur demander s'ils assument la parole de leur chef. C'est-à-dire, ils demandent à ceux-ci de contredire ce que leur chef a dit. Vous savez, je dis souvent que dans un combat politique, ce qui est important dans le combat politique, c'est la constance. La constance, le courage et la patience. Mais la compromission en politique n'est pas bonne. Ne vous faites pas manipuler par quelqu'un parce qu'aujourd'hui, ils ont des armes, la puissance publique, qui vous font peur de redire ou de démentir la parole de vos leaders. Ne le faites jamais. Quand je dis jamais, c'est jamais.
Ce que Alpha Condé a dit, c'est d'ailleurs, nous on disait que il a trop tardé. Comment un régime poussiste qui a pris des armes, tué les Guinéens, des centaines de personnes, faire disparaître leur corps et continuer à tuer 3 ans après, sophiste, c'est-à-dire il dit aux gens, moi ce que j'ai fait, certes c'est un hors-la-loi parce qu'un coup d'État partout au monde c'est un crime. Ce que j'ai fait, je ne veux pas que cela m'arrive. Et quiconque souhaite ça, pour moi, je vais l'arrêter. Mais c'est bizarre. C'est tellement, disons, je dirais, c'est tellement irréfléchi, tellement irresponsable qu'un voleur s'offixe du vol. Quelqu'un qui vient braquer une banque, quand on vient voler ce qu'il a volé à la banque, il va aller poser, comment porter plainte au commissariat. On va le demander là-bas, mais les millions que tu viens de nous déclarer là qu'on t'a volé, comment tu as vu ça? Comment il va expliquer ça? Mais c'est la même chose. Baouri qui dit ça, si Baouri avait, disons, un peu de dignité, je mesure mes mots, si Baouri avait un peu de dignité, vous savez, après l'élection d'Alpha Condé en 2010, Baouri est passé à la radio sur France RFI. Vous pouvez consulter. Il a dit que lui ne reconnaît pas Alpha Condé et qu'ils ne se laisseront pas faire. Il a dit publiquement. Et certains de ses contacts, les amis, il leur disait, Baouri est passé par les AOB, les Fatou Baya, l'assassinat du professeur Alpha Condé, Baouri était dedans 100%. Donc, c'était en 2011, c'est-à-dire 7 mois après l'investiture de Alpha Condé, Baouri s'est allié avec les militaires qui étaient frustrés à l'époque, là, les AOB, là, les Fatou Bayar, qui avait son mari commissaire, qui faisait partie de bureau, je ne sais pas, du service secret qui était décédé. Bref, il avait réuni des groupes. Et à l'époque, ce que beaucoup de Guinéens ne savaient pas, Mamadi Doumbouya venait vendre à l'époque là, quand il quittait l'Hollande, il venait avec les pièces détachées et quelques voitures d'occasion, il vendait au marché Madina, à Bellevue, Casse là-bas. Qui était son Djatigui là-bas? C'est Bill Condé. Aujourd'hui, son nom a tout fait. Donc, à cette époque-là, ils ont contacté Mamadi. Mais Mamadi n'était pas... C'est-à-dire, il venait, il faisait 1-2 semaines, il repartait. Lorsqu'ils ont contacté Mamadi, Mamadi n'a pas donné son feu vert. Mais 7 mois après l'investiture d'Alpha Condé, on a tenté de l'assassiner. Tout le monde a vu occuper là-bas sa maison. Et Baouri faisait partie de ce groupe-là. C'est comme ça qu'il a fui, il est parti au Sénégal et puis par après il est parti demander refuge en France. Mais après tout, Alpha l'a pardonné. Il y avait Baouri, il y avait Sadakadi, il y avait Thibou Kamara. Parce qu'ils ne pouvaient pas concevoir que malgré tout ce qu'ils ont fait pour que Sendou soit président à l'époque, bref, bon, la liste électorale a été sauvée par mesure, ils avaient confectionné beaucoup de cartes d'électeurs qui sont partis chercher certains ressortissants de Fouta qui étaient en Gambie, au Sénégal, c'est-à-dire venir avec les mercenaires, c'est-à-dire les clients électeurs, c'est-à-dire gonflés. Mais ce qui a bouleversé leur plan, c'est le temps qui a pris entre le premier et le deuxième tour. Parce qu'avant le deuxième tour, le temps là a fait que beaucoup des gens qu'ils ont fait venir, ceux-ci sont retournés chez eux. Et on a décelé plus de 24 anomalies, dysfonctionnements. Bref,
ça n'a pas marché et Baouri était hors de lui-même. Donc il fallait assassiner Alpha Condé. Il faisait partie de ces groupes de AOB là qui ont pris les lance-roquettes. Alpha Condé chez lui a été bombardé par les lance-roquettes. Il y a eu 2 de ces gardes-corps qui sont morts. Toutes les preuves sont là, tout le monde connaît ça. Donc Baouri, connaissant ça, celui qui a tenté d'assassiner un président légitimement élu, c'est lui, et le même président l'a appelé en lui disant « Je te pardonne, tu peux rentrer au pays, tu ne seras pas poursuivi, ta sécurité sera sauvée. » C'est Alpha Condé qui l'a accepté, et lui, et Tibou, et Sadakadi. C'est comme ça qu'ils sont rentrés. Mais les exécutants maintenant qui étaient sur le terrain, les AOB, les Fatou Baya, ils ont été condamnés. Nous avons tous suivi ça. C'est le même Baouri aujourd'hui qui dit que le fait que Alpha Condé a dit à l'armée d'être à côté du peuple de Guinée, parce que à l'heure là en Guinée, nous savons tous, Mamadi commande la Guinée avec l'arme. C'est la force qui commande la Guinée. Mamadi a pris ce pouvoir-là en tuant les Guinéens, des centaines de Guinéens. Et Mamadi se maintient encore en tuant les Guinéens, en faisant disparaître les Guinéens. Et l'insécurité est galopante. La misère, c'est, disons, il s'est agrandi à un certain niveau. Dire que de déposer cette personne par la manière qu'il est venu, c'est tout à fait légitime. Donc, quand j'entends Baouri appeler les responsables du RPG, UFDG, parce qu'ils veulent passer par le ministère de l'Intérieur et de l'administration du territoire pour dissoudre ces partis-là. Mais ça, c'était calculé depuis un mois. Hein. Ils attendent le bon moment. La suspension qu'ils appellent, qu'ils évaluent les partis, tout ça là, c'est la suite logique. C'est-à-dire, leur objectif définitif, c'est quoi? C'est dissoudre le RPG, l'UFDG et l'UFR. Parce que pour eux, c'est les plus grands obstacles. Les autres partis savent que, bon, même s'ils sont là, c'est les 3 gros, s'il faut dire, qui représentent plus de 99% des électeurs. Donc, il faut dissoudre ces partis-là pour déblayer le terrain pour Mamadi. C'est ça qu'ils veulent faire. Laissons-leur faire. Parce que, pour moi, je me dis que Mamadi n'est pas quelqu'un avec qui on peut dialoguer, on peut parler. Parce que Mamadi, ce qu'ils doivent, c'est-à-dire, ce que les gens doivent comprendre, Mamadi est arrivé à un certain niveau où il n'a plus la commande. Même sa propre personne ne réfléchit plus. On réfléchit pour Mamadi. C'est-à-dire, Mamadi est devenu un objet que tout le monde se sert. Parce qu'il y a trop de groupes de lobby autour de lui, les clans et tout ça. De toutes les façons, c'est lui qui est au cœur. Mamadi est devenu une sorte de label commercial pour les gens. C'est-à-dire, c'est une marchandise en politique. Chacun vient, il se sert de lui parce que lui-même, il a mis la corde au cou. Mamadi est tombé dans son propre piège. Parce que Mamadi ne vit plus. Vous savez, un chef qui a peur n'est pas libre. Regardez Mamadi, même s'il sort pour faire le sport, mais c'est tout un camp qui est autour de lui. Ces vertus, ils ont mis les trucs barres, anti-barres et tout ça. Bref, tout ça, nous on s'en fout. C'est-à-dire ce que Mamadi doit comprendre, tu ne peux pas venir prendre un lionceau, un bébé lion, et que tu dis que sa mère ne va pas te rechercher par après. Parce que l'odeur de son fils, là, il le sent à des centaines de mètres. Il viendra chercher. Ça, tu ne vas jamais dormir tranquille. C'est ça qui arrive à Mamadi. Mamadi, jusqu'à sa mort, il sera dans l'angoisse. Ça crée une sorte de psychose chez lui. Donc, c'est un psychopathe. Actuellement, les gens qui passent dans des concessions à Conakry, dans les familles, pour demander les gens
s'ils ont des cartes d'identité, leurs choses là. Certains disent qu'ils viennent pour le recensement, c'est possible qu'ils l'utilisent, mais ils viennent surtout parce qu'on a dit à Mamadi qu'il y a des étrangers qui sont infiltrés en Guinée pour faire un coup contre lui. Donc, il est en train à la recherche des étrangers, il passe de famille en famille. Donc, quand vous voyez, parce qu'ils le font jusqu'à Koya, hein, Koya, Kindia et tout ça. Koya, surtout, à chaque fois, ils vont, ils barricadent, ils passent des familles en famille. Donc, ils sont à la recherche des étrangers. Parce que nous tous, on sait que Mamadi a fait ce coup d'État-là. C'est les mercenaires américains et les Français. On a vu des photos. Et il y a des voix maintenant officielles qui le prouvent. D'ailleurs, après le coup d'État, 3 jours après, New York Times l'a dit, c'est un journal très sérieux. Il a dit que les maristes américains ont participé au coup d'État en Guinée. Le Congrès américain a interrogé le journal d'Africom, c'est-à-dire le général qui s'occupe de tous les militaires américains en Afrique. Ils l'ont interrogé. Il a reconnu. Donc, bref, c'est pour dire à nos responsables de ne pas renier. Ce que Alpha a dit, c'est vrai et concret. Eux n'ont rien à redire dans ça. Là. Si Mamadi veut dissoudre, d'ailleurs, les partis politiques servent à quoi? Si on interdit les partis politiques, les activités politiques, ça veut dire que les partis politiques n'existent plus. Donc, il ne faut pas vous compromettre qu'on va là-bas. Parce que ce que je déplore chez nos responsables de RPG, c'est de ne pas assumer leurs responsabilités. Parce que depuis ce coup d'État, on sait qu'à l'intérieur du bureau politique national, certains souhaitaient, je ne dirais pas jusqu'à ils ont participé d'une manière ou d'une autre, mais il y a beaucoup, surtout les ministres là, beaucoup de ministres savaient qu'ils devraient partir, qu'Alpha allait les remercier. Il y a certains aussi qui avaient en tête, il faut que le vieux passe maintenant, nous on va prendre les rênes. Mais il y a certains qui sont où aujourd'hui? Certains sont en prison depuis 3 ans. Donc, le fait que dans le communiqué après le coup d'État, le fait que le bureau politique n'a pas assumé sa responsabilité, à partir du moment où le monde entier a condamné ce coup d'État-là, même si certains pays ont dit... Mais celui qui est victime, c'est-à-dire la première victime, c'est le RPG qui avait le pouvoir. Mais si ce parti dit, je prends l'acte, c'est-à-dire dire que j'accepte, ça veut dire ça. Je prends l'acte, ça veut dire que tu acceptes le coup d'État. Donc, une telle erreur ne doit pas se répéter. On sait que ça a été une erreur. On sait qu'il y avait certains membres du bureau politique ou influents dans le parti qui qui ont incité les autres à accepter le fait, c'est-à-dire sans même se battre, croyant que Mamadi allait être, conciliant avec eux, mais le résultat est où aujourd'hui? Certains sont en prison depuis 3 ans. Et pourtant, sont eux qui étaient les promoteurs ou les initiateurs de ce communiqué après, d'ailleurs, 5 ou 6 jours après le coup d'État. Donc, il ne faut pas faire les mêmes erreurs. Parce que répéter les mêmes erreurs, c'est une faute. Et la faute est impardonnable en politique. En politique, la faute, c'est comme une condamnation à mort. Parce que ce que Baouri, il veut vous faire révolter contre vos leaders. C'est-à-dire que vous venez Parce que quand vous leur dites là, que vous ne reconnaissez pas ce que vos leaders ont dit, ils vont vous dire de mettre ça en écrit, ou bien ils vous font enregistrer ce que vous dites. Pour maintenant, les militants à la base ne vont pas comprendre. De toutes les façons, nous savons qu'il y a encore les responsables dans nos différents bureaux politiques, les responsables dignes. Je ne doute pas ceux du UFDG et tout ça, ou UFR. Mais je me dis que dans RPG aussi, il y a des responsables, les membres de bureaux politiques, qui sont prêts à mourir pour leurs convictions, pour leur idéal.
Mais je sais aussi qu'il y a certains qui ont un pied dedans, un pied dehors. Nous savons depuis un certain moment. Il y a certains qui se réclament du bureau politique ou de... Est-ce que les Kridi Bangoura viennent à l'Assemblée générale maintenant? Il y a beaucoup de Ibrahima Khalil. Kaba, est-ce qu'ils viennent maintenant? Il y a beaucoup qui se réclamaient de l'RPG, mais ils n'étaient pas dans le RPG. C'était les profiteurs. C'est-à-dire, c'est les gens, cet événement a fait que on a compris. Parce que vous savez, le vrai courage, en fait, c'est de faire ce qui est juste. C'est de faire ce que tu crois être juste et vrai. Et devant, quelles que soient les menaces, c'est ça le vrai courage. La loyauté, la constance. Mais mon grand-père me disait souvent qu'il n'y a pas de réussite, il n'y a pas de progrès sans erreur. Il dit, c'est dans les moments d'échec que nous découvrons la vraie résilience et la vraie force de nos actions. Sans ces moments difficiles, aujourd'hui, que dans notre parti, dans notre formation politique et RPG, qu'on arrive à identifier qui était réellement militant de RPG. Parce que notre génération surtout, RPG c'est un héritage familial. C'est nos papas, nos grands-pères ou nos grands frères beaucoup sont morts aujourd'hui, mais qui sont battus pour le RPG à des périodes de plomb. C'était les militants qu'on appelle les RPC, qui ne se battaient pas pour avoir les postes, qui ne savaient pas écrire ni lire, mais qui concevaient le RPG comme un état d'esprit. Parce que le RPG est né dans l'histoire du RPG, ceux qui regardent un peu la scène politique. RPG est sorti après 2000, après 84, après le coup Yara, après le slogan au Fatara. C'était à l'époque la naissance du RPG. La communauté mandingue n'avait pas de leader en Guinée. Donc le RPG n'est pas venu comme un parti politique comme ça, il est venu comme un sauveur d'une communauté qui était à la quête de la recherche de quelqu'un qui pouvait leur protéger. Parce que nous savons tous ce qui s'est passé après le coup Yara. Nous savons tous beaucoup de commerçants, disons, ressortissants de la Haute-Guinée, comment ils ont été massacrés à Conakry. J'étais à Conakry ces jours-là. Je vivais en Guinée à l'époque. J'ai vu des familles décimées. Donc le RPG est né dans cette douleur d'enfantement. Donc un parti comme ça, pour nos parents, nos grands-parents qui étaient les soutiens incontestables du RPG, ils ne l'ont pas fait que c'est Alpha Condé parce que Alpha est à tête. Non, ils l'ont fait pour la dignité et la protection de leur communauté. Parce qu'ils se sentaient en danger. Et cette protection du RPG qui a évolué avec un certain moment, qui est devenu le rassemblement du peuple de Guinée, qui regroupe aujourd'hui toutes les communautés guinéennes qui font maintenant ce RPG. Donc nos parents là, eux, tu pouvais tout faire ou tout leur donner, même à des périodes sombres. Ils étaient là, ils disent c'est RPG durant plus de 40 ans. Lorsque Alpha était en prison, en 2000, il était arrêté à Piné, on l'a mis en prison, il a été condamné à 2 ans. Est-ce que RPG, on l'a dissous à l'époque? Non.
Lansana Conté ne s'est pas attaqué au parti. Pourquoi aujourd'hui on dit? Parce que Alpha Condé a dit aux militaires d'être le côté du peuple et de prendre sa responsabilité. On va dissoudre le parti pour ça. Même au temps de Sékou Touré au parti unique, à l'époque, on ne fera pas ce genre de choses. Mais regardez, dans aucun pays au monde, vous verrez ça, même au Corée du Nord. Mais tout ça, c'est parce que le peuple de Guinée a accepté d'être trompé. Vous savez, on dit on peut tromper un peuple durant un temps, une partie du peuple. Mais on ne peut pas tromper le peuple durant tout le temps. C'est-à-dire on ne peut pas continuellement mentir au peuple avec les façons. Mamadi est venu dans le mensonge. Si vous regardez aujourd'hui les raisons qu'il a évoquées avec le coup d'État, vous prenez les raisons qu'il a citées, il n'y a aucun n'est vrai dedans. Il dit que les Guinéens ne se parlaient pas avant le coup d'État qu'il a enlevé. Est-ce qu'aujourd'hui les Guinéens se parlent? Est-ce que sur le plan politique, il y a, disons, une compréhension? Non. Il disait que c'est la gabésie financière. Aujourd'hui, durant 3 mois, c'est-à-dire au mois de novembre jusqu'en janvier, on a détourné plus de 1,5 milliard de dollars. Jamais vu en Guinée, en laps de temps. Tous les jours, vous entendez que c'est les milliards qui sont détournés. Donc, tout ce que Mamadi a donné comme argument, comme prétexte du coup d'État, c'est faux. Sinon, tous ceux qui étaient contre le 3e mandat, ils sont où aujourd'hui? Soit ils sont en prison ou ils ont disparu, ou ils sont en exil. Les Fourkimengue sont où? Les Bindoba, quand tu prends les Sénoudalé, les Sidia Touré, tous ceux qui étaient sur les trucs. Parce que la France avait utilisé FMDC pour affaiblir Alpha Condé. C'est-à-dire la France a pris FMDC comme les idiots utiles. Même les avocats, ils ont donné les avocats, ils finançaient FMDC. Mais aujourd'hui, et ces avocats, ils sont où? Depuis la disparition de Fourkimengue. Vous entendez ces avocats maintenant? Parce que les Français ont dit, écoute, on a trouvé quelqu'un qui fait mieux notre affaire que les gens de FMDC. Eux, on leur a utilisés pour affaiblir Alpha Condé. Et Mamadi, maintenant, on a poussé Mamadi, comme lui, il a des armes, qui déposent Alpha Condé. Ils ont déposé Alpha Condé parce qu'Alpha Condé a dit, moi, je ne peux pas vous laisser que vous venez piller la Guinée comme vous le faites en Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Il dit, la Guinée appartient d'abord aux Guinéens. Il dit, la richesse guinéenne profitera aux Guinéens d'abord. Il dit, puis, moi, je ne vais pas aller vous demander la permission, que vous me donnez la permission pour négocier avec les Russes ou avec les Chinois. Il dit, non, moi, je ne ferai pas ça. Donc, c'est la même philosophie, la même idéologie que Sékou Touré. Et Mamadi Doumbouya, la première chose qu'il a fait après le coup d'État, c'est annuler toutes les taxes et redevances sur Orange Guinée. Vous savez, Orange Guinée, 70%, c'est l'État français. Donc, Orange Guinée devrait payer à la Guinée, toutes les années, il devrait payer 248 000 milliards de francs guinéens à la caisse de l'État. Mamadi a annulé ça. Ce que Orange Guinée paye en Guinée, c'est la plus faible taxe qu'il paye dans tous les pays de l'Afrique. Donc, c'était pour promouvoir l'intérêt français. Parce que quand on parle de France-Afrique, la politique France-Afrique, c'est pas l'État français et l'État... Non, il passe par les entreprises françaises. C'est-à-dire par l'intermédiaire des entreprises françaises, la France vient prendre nos États, il mène nos États à coupe réglée. C'est-à-dire c'est les entreprises là qui s'en plantent. Et après, il vient, il met son armée en disant ils sont venus pour le former. Non. Actuellement, tous les équipements, les caméras de surveillance en Guinée, c'est la France qui contrôle. Donc actuellement, toutes les communications guinéennes passent
par le régime français. C'est Orange Paris d'abord, et puis Orange Guinée qui contrôle nos communications. Notre argent, c'est Orange Money qui contrôle. Donc quelqu'un qui contrôle ta parole, tout ce que tu dis, qui contrôle ta poche, ce que tu gagnes, ça veut dire qu'il te contrôle. Tu ne peux rien faire sans lui. Donc c'est ça la politique française. Donc la même mise qu'ils n'ont pas pu avoir avec Alpha Condé, ils disent, bon, Mamadi va enlever Alpha, comme ça, on aura la Guinée pour nous. Donc Mamadi a vendu la Guinée à la France. Je vous ai parlé dans ma dernière vidéo les documents top secrets que Mamadi a remis à Bernard Ali Lévy, c'est-à-dire le plus grand espion français, le philosophe qui a aidé Sarkozy à tuer Kadhafi. Ce dernier est venu en Guinée le 21 décembre 2021. C'était pour venir récupérer les documents top secrets de la Guinée, c'est-à-dire c'est le recensement et la topographie de toutes les richesses minières qui se trouvent en Guinée. Mais ça à des millions près, c'est-à-dire les lieux, la quantité, la qualité, tout. Parce qu'avant le coup d'État, il y avait un programme d'exploration et on avait trouvé plus de 200 minéraux, on avait identifié avec les échantillons. Parmi ces minéraux, il y avait, disons, l'uranium est dedans. À Tissoudou, par exemple, il y a une grande quantité d'uranium qu'on a découvert là-bas. Et vous allez à Farana, il y a une grande quantité de coltan, c'est-à-dire c'est les minéraux qui rendent à la fabrication des batteries pour les téléphones et les ordinateurs. C'est-à-dire il y a beaucoup de minéraux rares qu'on a trouvés en Guinée, parce que la Guinée n'a pas été explorée. Et jusque maintenant, parce que les Blancs, ils n'ont pas eu le temps, pendant la colonisation, le temps où les moyens qu'ils ont investis en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone et tout ça, là, d'investiguer et tout ça. Mais en Guinée, ils n'ont pas eu ce temps. Et donc, leur façon aussi de quitter la Guinée, ils ont détruit tous les documents qu'ils ne pouvaient pas aller. Donc, la Guinée reste jusque maintenant un territoire un peu vierge sur le plan d'exploration. Mais Alpha avait commencé ça très tôt. Donc, il y avait certaines données. C'est la Russie qui nous aidait, la Russie et la Chine qui nous aidaient dans ça. C'est ainsi que le laboratoire pour le contrôle de la qualité de nos bauxites aussi a été construit à Boké, le laboratoire. Parce qu'on venait prendre nos bauxites et ils disent que la teneur est à 40%, lorsque la teneur est à 60 ou 110%. Mais comme on n'avait pas, à l'époque, on n'avait aucune capacité de vérifier la qualité, ils prenaient nos richesses qui étaient riches, mais ils nous disent non, c'est pas riche, ça ne vaut rien. Et pourtant, eux, ça. Et ces minéraux-là, ne vous trompez pas, hein, quand on prend la bauxite, les lieux où on fait les bauxites là, il se peut que dans certains endroits, qu'il y a du diamant, qu'il y a de l'or. Mais on ne dit pas ça aux gens. Donc il faut une surveillance, il faut un contrôle pour savoir réellement que le minerai qui sort là-bas, c'est avec ce minerai qu'on a signé le contrat. S'il y a de l'or dedans, du diamant, ça appartient aux Guinéens. Mais tout ça, il faut avoir les outils. Ces outils-là, c'est quoi? C'est les laboratoires de tests, c'est la formation des jeunes Guinéens qui sont formés dans ce domaine-là, qui peuvent, disons, détecter ou identifier ces cas pareils. Donc, c'est tout ce processus que l'arrivée de Mamadi a cassé. Et tous les échantillons qui ont été, disons, qui ont été prélevés au moment de cette campagne d'exploration-là, avant le coup d'État, les échantillons-là ont disparu. Mamadi a fait disparaître, parce que les échantillons on prend, c'est pour essayer, c'est les échantillons qui prouvent qu'il y a de l'uranium, qui prouvent qu'il y a de coltan, qui prouvent qu'il y a du phosphate ou il y a tel. Ces minéraux, ces échantillons-là étaient là comme preuve. Mamadi est venu, ils ont tout pris pour aller revendre. C'est-à-dire, ils disent, on va même faire disparaître ça pour ne pas que les Guinéens se rendent compte. Parce que Mamadi, c'est ça. C'est-à-dire, il faut tout cacher au peuple de Guinée et mettre les plus jeunes
les innocents qui sont sur TikTok ou Facebook, leur créer une illusion de vie, un rêve utopique. Quand on vous parle aujourd'hui, Simandou 2040, c'est quoi? Tu demandes à un jeune, il ne sait pas. Il dit, ouais, ils ont dit que dans 15 ans, un jeune qui a 15 ans aujourd'hui, ça a 30 ans que quelqu'un dit, dans 30 ans, je vais assurer ton avenir. On n'assure pas l'avenir d'un jeune. On le prépare pour confronter son avenir. Ne vous laissez pas berner par ces gens-là. Simandou 2040 n'est qu'un slogan. Aucun Guinéen ne connaît réellement ce qui se trouve dans la convention révisée de Simandou. Quand je vous dis ce que Mamadi est en train de casser, qu'on dit qu'on a commandé les wagons à 240 millions de dollars ou ceci. Quand je vous dis, avant le coup d'État, tout était conclu sur Simandou. Tout était OK. Arrivé le coup d'État de Mamadi, comme c'est les Occidentaux qui l'ont soutenu, ils disent il faut faire un arrêt. Fais tout pour que tu fais introduire Rio Tinto dedans. C'est ce qu'ils ont appelé la cogestion. Mais la cogestion dont on vous parle là, et que le ministre, mon jeune frère Bounasila disait que on n'a pas publié la convention révisée parce que les annexes ne sont pas finalisées. Je me suis dit, j'ai un peu ri. Est-ce que toi, tu peux signer un contrat ne connaissant pas les annexes du contrat? Tu ne connais pas ce qui est dans les annexes du contrat. Tu signes le contrat, tu commences le contrat. Mais dans les annexes, si les annexes viennent remettre quelque chose que toi, tu n'es pas d'accord, ça veut dire quoi? Ça veut dire le Juventus. C'est-à-dire en matière des grands projets, il y a ce qu'on appelle, si on voit que le projet, ce qu'on a pensé au départ, et que les coûts ont augmenté, soit par les forces majeures et tout ça là, on ajuste. Cet ajustement-là crée les nouvelles conditions. Mais en ce moment, il faut que tout le contrat soit signé. Mais tu ne dis pas le contrat que j'ai comme ça, je vais commencer néanmoins, en laissant, on va finaliser les annexes. Mais, vous savez, dans un pays, quand on dit que dans un pays, que c'est les intellectuels qui sont beaucoup plus facilement manipulables que les parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, c'est grave. Parce que l'élite dans un pays, les intellectuels dans un pays, sont eux qui sont les éclaireurs. Sont eux qui arrivent à nous éclairer les jours d'ombre. Sont eux qui sont les sentinelles pour la transparence dans le pays. Sont eux qui informent les parents en disant ce qu'ils ont dit comme ça là, ce n'est pas vrai. Nous, on ne veut pas qu'on vous trompe. Il y a 60% d'analphabètes en Guinée. Mais si ceux qui doivent éclairer la population eux-mêmes acceptent, en connaissant que ce qu'on leur dit c'est faux ou ce n'est pas vrai, mais ils acceptent à cause des postes, à cause des privilèges ou à cause des voitures comme les Makanira, ils acceptent. J'appelle ça la lâcheté. C'est la lâcheté et la trahison. Aucun Guinéen aujourd'hui ne connaît le contenu de Simandou. Tu dis à quelqu'un, je te prépare ton rêve sera, parce que j'entendais même leur ministre de la jeunesse, il dit qu'en 2040, il sera difficile de trouver un jeune de 25 ans qui n'a pas de travail, qui n'aura pas de chômage en Guinée. Mais ce jeune de 25 ans aujourd'hui, là, qui a 25 ans aujourd'hui, là, il aura combien? Quand tu ajoutes les 15 ans dessus, là, il aura 45 ans en 2040. En 2040, il aura 45 ans. Donc aujourd'hui, à 25 ans, il est chômeur.
Et on le fait rêver que lorsqu'il aura 45 ans, il aura du boulot. Moi, quelqu'un me dit ça, je vais réfléchir un peu. C'est-à-dire, on crée l'illusion chez les jeunes. On crée, si vous remarquez, aujourd'hui, je regardais même Kiba Diakité, qu'on dit que c'est lui, le président, c'est lui qui pilote le projet Simandou. Mais cet individu-là, même en le voyant, vous savez, il n'ose plus parler. J'ai écouté une fois son discours, mais j'étais dessus. Ce n'est pas parce que, bon, je ne connais pas son degré de formation, je m'en fous. Mais, vous savez, on dit quelque chose qui est bien appris, s'exprime facilement et clairement. Mais quelqu'un qui bègue et qui dit les choses, il n'y a pas de tête, il n'y a pas de queue, qui gère un projet, tu vas te poser la question, tu dis, dis donc, le gars là n'a pas la maîtrise de ce domaine, hein, et la façon dont je l'ai écouté là, si c'est lui qui doit piloter ce projet là, j'ai bien peur. Et pourtant, il y a beaucoup de jeunes Guinéens qui sont là. Parce que Simandou, il faut que les Guinéens sachent. Les Mamadis sont venus trouver Simandou, tout est fait. C'est-à-dire, tu viens prendre quelque chose qui est tout est fait, tout est là. Donc, ceux qui ont travaillé dessus pour que ça soit comme ça, ils ont écarté tout ceci. On va prendre les choses, les gens qui ne connaissent rien dedans, et on veut faire croire aux gens que ce sont eux qui viennent, ils viennent pour le bonheur des gens. Et on en fait ça, disons, une sorte de propagande. Mais vous savez que les propagandes ne développent pas un pays. Simandou dont je vous parle, la Guinée n'a rien dedans avec eux. Avec le groupe de Mamadi, on est foutu avec Simandou. Parce que ce que Alpha a causé pour Simandou, si aujourd'hui Alpha était encore là, c'est pas pour rien. Vous savez, je vous disais hier ou avant-hier que le développement, ce n'est pas un état statique. C'est un processus. Ce n'est pas une course de vitesse. Ce n'est pas celui qui arrive le premier ou bien je vais vite faire. C'est pas ça le développement. Le développement, c'est une à la fois. Le développement, c'est le résultat de toutes les actions combinées et pérennisées qu'on fait à l'absence, à l'espace du temps. Et cela, il est conçu, il est planifié, il est organisé, il est projeté à long terme. C'est pas pour rien qu'on a construit les écoles régionales d'art et métiers, les IRAM. Là. On a construit les IRAM pour préparer les jeunes Guinéens à être les premiers employés dans ces grands projets miniers. Parce que dans les projets miniers, on a besoin d'électriciens, on a besoin des maçons, on a besoin de médecins, on a besoin de tout. Mais il fallait que cette main-d'œuvre soit formée. Mais qu'est-ce que Mamadi et ses hommes ont fait? Ces écoles-là sont arrêtées. Ces écoles-là étaient équipées, tout est fait. Au lieu de faire une promotion auprès des jeunes, d'aller apprendre les métiers dans ces écoles-là, non, eux, c'est Simandou 2040. Simandou 2040. Les mines, la carrière même, dans un grand projet comme Simandou, la carrière ne représente que 20% d'action. Les 80% d'action, c'est tout ce qui est lié à l'économie sociale, à la communauté, les routes qu'on va faire, les médecins, les supermarchés, les boutiques qui seront créées. C'est cette interaction-là qui fait que un projet de développement minier sera intégré au développement global du pays. Les mines, c'est pas les mines qui ont un grand impact dans un pays, dans les grands projets miniers, c'est les infrastructures qui accompagnent les mines. C'est les retombées économiques sur la population par la présence de ces grands projets, en faisant le chemin de fer, par exemple. Si on avait respecté le corridor qui était là initialement, avant, disons,
la révision de la première convention, ce chemin de fer passait dans les villes, les grandes villes, Farana, Kisudougou, je crois que Dabola, Dingira, Mali, Mamou et tout ça, ça passait en centre-ville. Et tous les villages qui seront traversés par le rail, par le chemin de fer, ça créait une économie dans ces villages. Et au long du corridor, on allait créer les zones de croissance agricole, les zones de production agricole. Parce qu'il y a des zones en Guinée qui ont des terres fertiles. Les zones où il y a des marigots, au Fouta par exemple, vous allez vers Toué et tout ça. Mais c'est les zones qui sont inaccessibles parce qu'il n'y a pas de route, il n'y a rien, personne ne peut rentrer là. On ne sait même pas ce qui se trouve. Mais avec ce projet, on va désenclaver. Ça serait les zones désenclavées. Dans le premier projet original, la convention originale, c'est 2000 kilomètres de route bitumée avec Simandou. Il y a plus de 568 villages qui seront désenclavés. Mais tout est arrêté. Les rails maintenant passent plus de 70 kilomètres des centres-villes. Donc, ce qui était conçu au départ comme étant un chemin de fer multi-usage, c'est-à-dire marchandises, les hommes et le minerai, ça ne serait plus valable. Parce que le rail est tellement loin des habitations, quelqu'un ne va pas prendre. Maman, par exemple, il ne peut pas aller faire 70 kilomètres pour aller prendre le train. Or que c'est 70 kilomètres pour aller à Conakry. Quand il prend les véhicules, il est à Conakry. Mais prendre déjà 70 kilomètres pour aller prendre le train et puis faire 50 ou 60 kilomètres pour aller à Conakry, tu préfères aller directement à Conakry. Donc ils ont changé même la topographie, c'est-à-dire la ligne qui était là initiale. Mais ils ne sont pas arrêtés là. Le port à eau profond de Mourbaya, avant le coup d'État, 60% des travaux étaient faits. Les Chinois étaient prêts à faire un port à eau profond, un port destiné au transport du minerai, mais aussi des marchandises. Rio Tinto, comme on a fait rentrer Rio Tinto dedans, il doit partager à part égale avec les Chinois. Rio Tinto a dit non, eux ne vont pas dépenser pour un port, pour les marchandises, parce que eux, ils n'ont besoin que de fer. Eux, nous vont vers minerai. Donc, avec Mamadi, ils ont changé ça. C'est-à-dire, le projet initial, c'était un port comme Conakry, c'est-à-dire comme on envoie le minerai là, mais on reçoit aussi les marchandises et tout ça. Comme Rusal le fait à Conakry là. Mais Rio Tinto est venu, il dit que non, lui, il ne va pas mettre beaucoup d'argent dedans. Mais les Chinois, au départ, eux, ils étaient d'accord avec Alpha Condé, ils allaient faire ça. Ils avaient déjà réalisé 60%. Quand je vous dis comment Mamadi a détruit l'idée originale même du projet Simandou, si vous voyez là, écrit sur tous les toits, tout le monde sait que ceux qui ont gâté dedans, si les Guinéens connaissaient ça, si vous dites projet, quand quelqu'un d'entre eux vous dit projet Simandou, enlève ta chemise, jette-toi sur lui. Parce que ce qui est grave dans un pays où tu as des fonctionnaires milliardaires plus riches que les hommes d'affaires et la population est pauvre, la Guinée est comme ça. C'est-à-dire la Guinée aujourd'hui, c'est ce qu'on appelait les jeunes. Ah ouais, c'est la jeunesse. Moi, je préfère ces vieux-là que ces jeunes. Parce que la Guinée n'a jamais été détruite que dans la main des jeunes. C'est une honte d'ailleurs de se réclamer de cette génération, parce que c'est une génération irresponsable. C'est une génération qui est venue détruire ce que les aînés ont laissé comme du bien. Une génération qui ne peut pas maintenir ce qui était bien. Et comment elle va prévaloir, améliorer ou augmenter ce qui n'a pas pu maintenir? Ça m'a fait rire lorsque j'ai écouté le fameux ministre de l'économie
Mourana Souma dire que ouais, l'économie guinéenne est en bonne santé, il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas... J'ai dit, mais je ne sais pas si c'est les gens qui s'écoutent, quoi. Parce que on n'a pas besoin d'aller à l'école pour faire comprendre à quelqu'un que dans un pays ou dans une région, que l'économie va bien. Parce que l'économie, là, ce n'est pas une science mathématique, l'économie. L'économie, c'est une science humaine. L'économie est liée à la vie de la société. Mais regardez une chose qui est simple. Si l'économie allait bien, pourquoi, depuis que eux sont là, ils sont venus après le coup d'État, le sac de riz coûtait 240 ou 250 000. Aujourd'hui, le même sac de riz, le même kilo de riz, coûte à 360 jusqu'à 400 000 guinéens. Toi, tu vas dire aux gens qu'avant, lorsque ça coûtait 240 000, ça c'était mauvais. Maintenant que ça coûte à 340 à 400 000, tu dis c'est cette période-là que c'est bon. Et comment les gens vont te comprendre? Tu dis que la monnaie est stable, la monnaie. Vous savez, c'est ridicule. La stabilité de la monnaie. On parle de la stabilité de la monnaie lorsque les prix suivent et lorsque cette monnaie est une référence, même au-delà du pays. Mais au-delà de la Guinée, où est-ce qu'on mange le franc guinéen? Est-ce que la monnaie guinéenne, quelqu'un qui vous dit que la monnaie guinéenne est stable et que les prix des marchandises augmentent sur le marché local, est-ce que ça, c'est la stabilité, ça? Autant d'Alpha Condé, est-ce qu'un jour, vous avez remarqué, quel que soit durant les 10 ans ou les 11 ans, que les prix ont augmenté cette année, en 2018, même au pire moment de Boula? Est-ce que les prix ont augmenté comme on voit actuellement sur le marché guinéen? Non. Parce que l'inflation, ce qu'on appelle l'inflation, c'est l'augmentation des prix sur le marché. Et cette augmentation des prix sur le marché, ça traduit quoi? Ça traduit la faiblesse de la monnaie. C'est-à-dire, lorsque la monnaie perd sa valeur, c'est ça qui explique l'augmentation des prix sur le marché. Donc, toi, tu peux dire à une monnaie stable et que tout le monde sait, tout le monde conçoit que les prix ont augmenté. Mais comment tu peux encore mentir devant les gens quelque chose qui est évident? On ne peut pas dire à une monnaie qu'il est stable lorsqu'il y a l'inflation dans le pays, c'est pas possible. Parce que l'inflation, ce n'est pas, c'est-à-dire l'effet, c'est que les prix augmentent. C'est l'effet de l'inflation. Les premiers signes qu'on voit, que le consommateur voit, les prix ont augmenté. Mais la cause, c'est quoi? C'est lorsque la monnaie perd sa valeur. C'est ça qui se traduit par l'augmentation des prix. C'est ça. Donc toi, tu ne peux pas dire aux gens, or que tout le monde vit, toi-même tu vis dans cette situation. Depuis le coup d'État jusque maintenant, l'inflation, ça ne fait que monter. Après le coup d'État, peut-être le prix du riz était à 300 000, maintenant on est jusqu'à 360 000. Ça, c'est l'inflation qui fait ça. Ça veut dire que la monnaie ne fait que perdre sa valeur. Et toi, en tant que ministre de l'économie, pour amadouer les gens ou bien pour chanter en croyant que les gens sont bêtes, parce que ça ne demande même pas d'aller à l'école. C'est les faits qui sont là. Les gens, les enseignants, tu prends un enseignant aujourd'hui, il te dira, avant le coup d'État, mon salaire, au moins, j'arrivais à payer tout ce que j'ai, le besoin essentiel de ma famille. Mais après le coup d'État, aujourd'hui, le transport a augmenté. Si l'enseignant est au kilomètre 36 pour venir en ville, si avant le coup d'État, il payait 20 000 francs, après le coup d'État, il doit payer 40 000 francs. Est-ce que 40 000 francs dans son budget ne va pas le rendre pauvre?
Et sans compter le sac de riz. Avant le coup d'État, ils payaient 2 sacs de riz à 240 000. Après le coup d'État, le même sac de riz coûte 360, 300. S'il payait 2 sacs de riz, il est obligé maintenant, son salaire ne le permet pas de payer un seul sac. Est-ce que tu diras que sa famille s'est appauvrie ou bien s'est enrichie? Et avec toutes ces augmentations-là, lui, son salaire ne m'a pas suivi. On n'a pas augmenté son salaire. Et toi, tu es là pour dire aux gens, ouais, tout va bien, tout c'est comme ça. Oui, tout va bien, c'est parce que vous qui êtes crochés au truc là, vous détournez les milliards. Mais c'est la population, la grande majorité des Guinéens à l'heure là qui vivent dans la dèche, dans la misère totale. Donc venez raconter les bobards et les trucs comme ça. Or que l'évidence est là, les faits sont là. On augmente l'électricité à plus de 40%. Et cette électricité-là même ne vient pas tout le temps. On met soi-disant police d'électricité et tout ça. Police d'électricité, il n'y a même pas d'électricité. Est-ce que le quota, avant le coup d'État, les gens avaient l'électricité, en tout cas qu'on a écrit 24 heures sur 24, mais après le coup d'État, tout le monde sait les pénuries. Il y a des quartiers aujourd'hui qui peuvent faire 1-2 semaines sans le courant. C'est la même chose pour l'eau. Donc toi, tu peux dire aux gens qu'avant, ils souffraient mieux au moment où ils avaient le courant, l'eau, tout est facile, le riz, le prix, que ce moment-là n'est pas bon. Maintenant qu'ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas de courant tout le temps, et le riz, le sac de riz est à 360 ou 300, que c'est en ce moment qu'ils sont heureux. Mais soyons sérieux. Et pour vous, la solution, c'est de prendre le riz des Libanais, là, CAO, aller distribuer aux gens sur le lac et tout ça. Tout ça, ça ne va pas calmer la population. C'est-à-dire la manipulation de masse ne peut pas être une garantie pour vous maintenir au pouvoir. Parce que ce qui est Mamadi oublie, parce qu'il rentre dans un mauvais jeu comme ça, c'est-à-dire en disant, en distribuant le sac de riz à des gens, c'est-à-dire je viens, j'appauvris la population, je leur mets dans une misère totale, en disant un peuple qui est pauvre n'a pas le temps de se révolter, n'a pas le temps de réfléchir sur le bien-être de la population, il se préoccupe d'abord à quoi manger. Parce que c'est ça leur idéologie, hein. Appauvrir les Guinéens, le maintenir dans la misère pour pouvoir marcher dessus, pour pouvoir le commander par la force. Parce qu'on est rentré dans cette logique-là. Et cela tue toute initiative à l'intérieur du pays. Mais ce qu'ils oublient, c'est que quand la conscience sociale, les difficultés atteignent un certain niveau, il y a ce qu'on appelle le déclenchement d'une prise de conscience. Il suffit d'un petit groupe qui déclenche ça. Pour ceux qui suivent l'évolution politique en Guinée, ceux qui ont connu la police économique au temps de Sékou Touré, la grève des femmes et tout ça, comment c'est venu? C'est-à-dire quand un peuple est coincé contre le mur, il est étouffé, non seulement économiquement, sur le plan de la sécurité, rien ne va. De temps en temps, on vient le donner tout ça. On crée les mouvements pour créer une sorte d'illusion que tout va bien, or que rien ne va bien. Et quand un tel peuple se révolte, il est plus fort qu'une bombe atomique. Et il n'y a aucun obstacle qui pourra l'empêcher. C'est en ce moment que vous allez vous rendre compte que votre stratégie n'a pas marché. Il y a toujours les gens, pour le moment, vous avez les Makanera et tant d'autres qui applaudissent pour vous, mais lorsque la chose va s'éclater, ça va leur dépasser. Les gens là, ils vont disparaître. Et Mamadi et son groupe restreint là, c'est vous qui serez là devant le peuple. Et ça, je vous jure, ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer. Parce que les prémices sont là, les signes sont là. Tout ce que nous voyons comme ça sont des signes. Vous savez, la réaction d'un peuple est lente. Ça demande la patience et ça demande beaucoup de travail
de sensibilisation et de conscientisation. Mais je crois à un certain moment, on n'aura même pas besoin de parler. Parce que tout ce que les Guinéens voient comme ça, comment 10 personnes ou 20 personnes prennent des milliards et des milliards au détriment de la population. Quand vous voyez aujourd'hui en Guinée, l'injustice est palpable, c'est dans tous les coins de rue. Quelqu'un qui était pauvre dans le quartier, parce qu'aujourd'hui il est lié à Mamadi où il est parti, il est en train de construire 10 villas. Il vit dans un luxe insolent. Tous les chantiers aujourd'hui à Conakry, c'est les gens du CNRD. Mamadi ne sait pas. Mamadi a acheté presque tout typé. Qui dira en Guinée, voilà la maison de Sékou Touré, ou voilà celui d'Alpha Condé. Même 1 centimètre carré, il n'y en a pas. Sékou Touré a fait 26 ans de pouvoir. Alpha a 11 ans. Mais tu ne peux pas dire que c'est la villa qu'il a construite lorsqu'il était président. Mais allez-y voir. Mamadi, il n'y a pas une région en Guinée où il n'a pas construit. Mais d'ailleurs, même pas la Guinée, allez-y en Côte d'Ivoire. Asmi, là-bas, il y a un coin balnéaire là-bas. Là. Mamadi a des centaines de villas. À l'aéroport de Kigali, sa femme a une cité là-bas. Allez-y en France, en Londres, à Turquie. Amara vient d'acheter une maison, une villa à Turquie. Il en a une villa ici au Canada, aux États-Unis. Très chers compatriotes, vous savez, si vous voulez comprendre quelqu'un, surtout n'écoute pas sa parole, mais observez son comportement, observez ses actes. Les paroles de Mamadi ne sont pas des paroles dignes d'une personne. Mamadi n'est pas un homme de parole. Mais en observant ses comportements, on se rend compte que Mamadi est venu détruire la Guinée. Mais la Guinée d'aujourd'hui est la Guinée de demain pour nos enfants. Mais regardez ces officiels français qui sont aujourd'hui en Guinée. Allez-y à Mandiana. Ils étaient en train de construire là-bas un dépôt d'hydrocarbures à Mandiana, un grand dépôt là. Les Français. Actuellement, Simandou, tous les travaux de Simandou sont pilotés par une société française qu'on appelle Agifrance. Agifrance, c'est 70% d'actions du caisse de dépôt de la France. Donc c'est pour la République de la France. Et c'est ça qui supervise tous les travaux sur Simandou. Mais, vous savez, la parole sincère ne sont pas toujours agréables à entendre. Parce que souvent, les paroles agréables ne sont pas toujours vraies. Il est plus facile de convaincre un peuple par le mensonge que de le dire que ce qu'on est en train de te dire est le faux, c'est du mensonge. Mais avec le temps, parce que les gens ne sont pas aveugles, avec le temps, le Guinéen voit la vérité. Le temps, c'est le meilleur juge. Parce que le temps ne déforme pas la réalité. Le temps nous fait sortir la vérité vraie à sa nature brute. C'est ce temps qui est arrivé. Très chers compatriotes, le moment est arrivé de dire à Mamadi de foutre le camp. Ce moment est arrivé. C'est à nous de le dire, ça. En le disant seul, ça n'aura pas trop d'impact. Mais si nous sommes ensemble, réunis ensemble, mobilisés, je crois que notre parole va porter.
Parce qu'avec le peuple décidé, un peuple debout, qui veut arracher sa souveraineté, qui veut arracher sa république dans la main des délinquants, il n'y a aucune force sur cette terre qui peut l'empêcher. Les plus forts dans cette affaire-là, c'est nous, peuple de Guinée. C'est nous, ce peuple conscient, déterminé pour mettre fin à ça. Mamadi n'est rien. C'est nous qui lui donnons la force. C'est notre inaction et notre passivité qui fait que Mamadi se comporte comme un fou. Sinon, il n'est rien. Donc, chers compatriotes, à nous d'agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le moment est venu, on a trop attendu. Mamadi veut nous surprendre. Parce que tout l'objectif de Mamadi, c'est d'auto-légitimer. Parce que la France coloniale l'a dit, hey, organise de n'importe quoi là-bas, tu t'auto-proclames président. Nous, on va aller voir les gens, reconnaissez-nous, on va dire les gens là, ils vont dialoguer, il va essayer de prendre 2 ou 3 opposants là, il va mettre dans son groupe. C'est ça que la France l'a promis. Donc, Mamadi, c'est pourquoi j'ai dit à des opposants là, faut pas tout le temps être en position de réaction. Il faut être en position d'action. Faut pas que ces petits Bilakouros viennent vous mettre la pression, vous suivez leur rythme. Non. Déclarer un gouvernement d'union nationale. Comme on l'a dit, vous ne reconnaissez pas Mamadi aujourd'hui ou demain. C'est en ce moment qu'on doit se battre pour ça. Mais, je ne sais pas, bon, je me dis qu'avec le temps, parce qu'on a besoin du discours cohérent, une communion entre ces 3 grands leaders, que ce soit Cellou, Sidia et Alpha Condé. Aujourd'hui, la technologie nous permet. Vous n'avez pas besoin de vous rencontrer quelque part ensemble, même à distance, vous êtes à l'extérieur là-bas, vous pouvez tous vous connecter, faire une conférence ensemble. Et nous, les militants maintenant, nous allons relayer ça. Et ça va motiver la base. Mais ne vous laissez pas abattre d'abord par ce groupe de bandits qui n'a aucun soutien populaire et par après, vous dites que vous voulez, c'est en ce moment qu'il faut agir. C'est en ce moment. Parce qu'il y a un temps pour les réflexions et il y a un temps pour l'action. Je crois qu'on est rentré à cette période d'action. Mais tant qu'on ne vous entend pas parler, et on se dit, bon, les militants sont aujourd'hui, personne ne pouvait imaginer si un militant du RPG, de l'UFDG pouvait s'asseoir, avoir les mêmes idées, parler sans se adresser. C'est maintenant que ça se réalise. On dit quelque chose de malheur est bon. Ça crée entre vos bases une sorte d'entente. Mais nous voulons voir ça par les symboles, c'est-à-dire l'union entre ces grands leaders qui s'assument, qui parlent ensemble, qui nous envoient ces messages. Parce que le seul crainte de Mamadi aujourd'hui, c'est vous. Tous ceux qui sont plus dans le pays là, qui font des trucs, Mamadi sait, qui ne représentent rien. Donc, chers compatriotes, merci de votre écoute. Et continuons à nous mobiliser, surtout ne lâchons pas. Et Dieu est grand, continuons le combat. Mamadi Sogo Sogo il ira. Mamadi ira par tous les moyens possibles et imaginables. Il ira. Il le veut, il ne le veut pas, il ira. Chers amis, je vous dis merci. Que Dieu vous bénisse. À demain. Bye bye.